Jake Chambers, parfois Bama, descend avec son sac rempli de livres. Il y a science de la terre, il y a géographie, il y a un carnet, un crayon, un déjeuner que la cuisinière de sa mère, Madame Greta Shaw, a préparé pour lui dans sa cuisine en chrome et formica, où un ventilateur ronronne en permanence, aspirant les odeurs étrangères. Dans son sac à dos, il a un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, un autre tomate salade oignon et 4 biscuits Oreo. Ses parents ne le détestent pas. On dirait simplement qu'ils ne le remarquent même plus. Ils ont abdiqué, l'ont laissé à Madame Greta Shaw, à des nounous, à un précepteur l'été et à l'école Piper, une école privée agréable et surtout blanche, le reste du temps. Jamais ils n'ont prétendu être autre chose que ce qu'ils sont, des professionnels, les meilleurs dans leur domaine respectif. Personne ne l'a serré contre son sein chaleureux, comme il arrive généralement dans les romans historiques à l'eau de rose que lit sa mère, et dans lesquels Jake est allé piocher à la recherche des scènes chaudes. Des romans hystériques, comme les désigne parfois son père, à en arracher son corsage. « Tu peux parler !» répliqua sa mère avec un mépris infini dans la voix, derrière la porte close à laquelle Jake écoute. Son père travaille pour la chaîne, et Jake pourrait le reconnaître dans une série de types maigres coiffés en brosse. Enfin, sûrement. Jake ne sait pas qu'il hait tous ces professionnels, tous, sauf Madame Shaw. Les gens l'ont toujours rendu perplexe, à commencer par sa mère, qui est maigre mais sexy, et qui couche avec des amis malades. Son père parle parfois de gens de la chaîne qui prennent trop de coca, sauf que lui il dit coco. Ce jugement s'accompagne toujours d'un rictus sans humour, et d'un petit reniflement sur l'ongle du pouce. À présent il est dans la rue. Jake Chambers est dans la rue. Il bat le pavé. Il est bien propre et bien élevé, beau à regarder, sensible. Une fois par semaine, il joue au bowling à l'entre-deux-quilles. Il n'a pas d'amis, seulement des connaissances. Il n'a jamais pris la peine d'y réfléchir, mais ça le fait souffrir. Il ne sait pas où, ne comprend pas que la fréquentation à long terme de professionnels l'a amené à copier certains de leurs traits de caractère. Madame Greta Shaw, elle est plutôt mieux que le reste du lot, mais bon Dieu, tu parles d'un prix de consolation. Par exemple, fait des sandwichs très professionnels. Elle les coupe en triangles. Elle retire proprement la croûte du pain, ce qui fait que, même s'il les mange pendant la mi-temps en cours de gym, il a l'air d'un pingouin au milieu d'un cocktail avec dans l'autre main une flûte, plutôt qu'un roman sportif ou de cow-boy de Clay Blaisdell, emprunté à la bibliothèque de l'école. Son père gagne beaucoup d'argent, parce que c'est lui le maître de la mise à mort, ce qui signifie placer une émission plus forte sur sa chaîne en face d'une émission moins forte sur une chaîne concurrente. Son père fume 4 paquets de cigarettes par jour. Son père ne tousse jamais, mais il a un rictus dur, et il ne dit pas non à ce bon vieux coco de temps en temps. Descendre la rue. Sa mère lui laisse de quoi payer un taxi, mais chaque jour il va à l'école à pied, balançant son sac de livres, parfois même son sac de bowling, bien que la plupart du temps il le laisse dans son casier. Le parfait petit garçon américain, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Les filles commencent déjà à s'intéresser à lui, avec l'accord de leur mère, et il ne se dérobe pas avec cette arrogance et cette coquetterie puérile qu'ont les petits garçons. Il leur parle avec un professionnalisme inconscient, qui les laisse perplexes, et elles n'y reviennent pas. Il aime la géographie, et jouer au bowling l'après-midi. Son père possède des parts dans une compagnie qui fabrique des machines automatiques pour redresser les quilles. Mais l'entre-deux-quilles n'utilise pas la marque de son père. Il ne se dit pas qu'il a pensé à ça. Pourtant, c'est le cas. En descendant la rue, il passe devant Bloomingdale's. Dans la vitrine, les mannequins sont vêtus de fourrure, de costumes 1900 à 6 boutons. Certains ne portent rien du tout. Certains sont nus tout nus. Ceux-là, ces mannequins sont parfaitement professionnels. Et il déteste tout professionnalisme. Il est trop jeune pour avoir encore appris à se détester lui-même. Mais le ver est dans le fruit. Avec le temps, il grossira.
et fera tout pour rire. Il arrive au coin et se plante là, son sac sur l'épaule. La circulation ronronne, des bus bleus et blancs qui grognent, des taxis jaunes, des Volkswagen, un gros camion. Il n'est qu'un petit garçon, mais pas comme les autres. Et du coin de l'œil, il voit l'homme qui va le tuer. C'est l'homme en noir, et il ne voit pas son visage, rien que la robe qui tourbillonne, les mains tendues, et ce sourire dur, professionnel. Il tombe sur la chaussée, les bras en croix, sans lâcher son sac, qui contient le déjeuner extrêmement professionnel de Madame Grecache. Il jette un bref regard à travers un pare-brise polarisé à un homme d'affaires horrifié qui porte un chapeau bleu nuit, dans le rebord duquel est glissée une petite plume coquette. Quelque part, une radio hurle du rock'n'roll. Une vieille dame sur le trottoir d'en face pousse un hurlement. Elle porte un chapeau noir avec une voilette, on dirait une voilette de deuil. Jake ne ressent rien d'autre que de la surprise, et cette perplexité vertigineuse dont il est coutumier. C'est donc ainsi que ça se termine. Avant même d'avoir battu son propre record de 2,70. Il atterrit sur la chaussée dure et regarde une crevasse rebouchée à l'asphalte, à quelques centimètres de ses yeux. Le sac est éjecté de sa main. Il est en train de se demander s'il s'est écorché les genoux, quand la voiture de l'homme d'affaires au chapeau bleu à plumes coquettes lui roule dessus. C'est une grosse Cadillac bleue, modèle 1976, avec des pneus Firestone à flanc blanc. La voiture est presque de la même couleur que le chapeau de l'homme d'affaires. Elle brise la colonne de Jake, lui réduit les viscères en bouillie et fait jaillir le sang de sa bouche en un jet sous pression. Il tourne la tête et voit les feux arrière rougeoyants de la Cadillac et la fumée qui fuse dessous ses roues bloquées. La voiture a aussi écrasé son sac, le barrant d'une large traînée noire. Il a tourné la tête de l'autre côté et voit une grosse Ford grise s'immobiliser à quelques centimètres de son corps, dans les crissements stridents des pneus. Un type noir, qui vendait des bretzels et des sodas dans une carriole, accourt vers lui. Le sang s'échappe du nez de Jake, de ses oreilles, de ses yeux et de son rectum. Ses parties génitales ont été écrasées. Il se demande avec irritation s'il s'est beaucoup écorché les genoux. Il se demande s'il sera en retard à l'école. À présent, c'est le conducteur de la Cadillac qui arrive vers lui en courant, incapable de faire une phrase. De quelque part monte une voix calme, terrible, la voix de la fatalité, qui dit « Laissez-moi passer, je suis prêtre. Un acte de contrition. » Il voit la robe noire et ressent une horreur soudaine. C'est lui, l'homme en noir. Jake détourne le visage avec les dernières forces qui lui restent. Une radio joue une chanson du groupe de rock Kiss. Il voit sa propre main qui gît sur le trottoir, petite, bien galbée. Il ne s'est jamais rongé les ongles. Et, les yeux posés sur sa main, Jake meurt. Accroupi, les sourcils froncés, le pistolero était abîmé dans une intense réflexion. Il était fatigué, il avait le corps douloureux, et les pensées lui venaient de plus en plus lentement. En face de lui, l'étonnant garçon dormait, les mains entre les genoux, la respiration calme. Il avait raconté son histoire sans trop d'émotion, même si sa voix avait tremblé sur la fin. Quand il en était arrivé aux mots « prêtre » et « acte de contrition »,
Bien sûr, il n'avait pas parlé au pistolero de sa famille, ou de son propre sentiment de dichotomie et de perplexité. Mais cela avait transparu malgré tout. Assez pour que le pistolero se fasse une idée. Le fait qu'il n'ait jamais existé de ville telle que la décrivait le gamin. À moins qu'il ne se fût agi de la ville mythique de Lud, n'était pas le point le plus troublant de son récit, mais demeurait dérangeant. La totalité était dérangeante. Le pistolero avait peur des implications. Jake, Hein? veux-tu te souvenir de tout ça à ton réveil? Ou l'oublier? L'oublier. Fit le garçon sans hésiter. Quand le sang m'est sorti de la bouche, il avait le goût de ma propre merde. D'accord. Tu vas dormir maintenant, compris? Dormir pour de vrai. Vas-y, allonge-toi bien si tu veux. Jake s'allongea. Il paraissait petit, paisible et inoffensif. Le pistolero ne le croyait pas inoffensif. Il se dégageait de lui quelque chose de mortel, un frisson implacable, la puanteur d'un nouveau piège. Il n'aimait pas ce qu'il ressentait, mais il aimait bien le garçon. Il l'aimait beaucoup. Jake? Chut. Je dors. Je veux dormir. Oui, et quand tu te réveilleras, tu ne te rappelleras rien de tout ça. Dac. Bien. Le pistolero le regarda pendant un court instant, repensant à sa propre enfance, dont il lui semblait parfois qu'elle avait été vécue par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait fait un saut à travers un objectif temporel pour devenir un autre, mais qui, à présent, lui paraissait d'une proximité poignante. Il faisait très chaud dans l'écurie du relais, et il but de l'eau avec précaution. Il se leva et se rendit au bout de la grange, s'arrêtant pour jeter un œil à l'intérieur d'une stalle. Dans le coin gisait un petit tas de foin blanc, et une couverture pliée proprement. Mais ça ne sentait pas le cheval. Ça ne sentait rien d'ailleurs. Le soleil avait saigné à blanc toute odeur et n'avait rien laissé. L'air était parfaitement neutre. La stalle s'ouvrait au fond sur une petite réserve sombre, avec une machine en inox au milieu. La rouille et la moisissure l'avaient épargnée. On aurait dit une baratte à beurre. À gauche, saillait un embout chromé, qui se prolongeait par un tuyau ondulant sur le sol. Le pistolero avait déjà vu des pompes de ce genre dans des lieux secs, mais jamais d'aussi grosses. Il n'arrivait pas à imaginer à quelle profondeur un île bien lointain, avait dû creuser avant de tomber sur de l'eau secrète, à jamais noire, sous le désert. Pourquoi n'avait-on pas retiré la pompe quand la gare avait été désaffectée? À cause des démons, peut-être. Il frissonna violemment, comme une torsion abrupte de la colonne vertébrale. Une chair de poule brûlante lui parcourut la peau, avant de se résorber progressivement. Il s'approcha de l'interrupteur de commande et appuya sur marche. La machine se mit à ronfler. Au bout de 30 secondes environ, l'embout éructa un jet d'eau claire et fraîche qui coula dans le tuyau chargé de la diffuser. Il en coula peut-être 10 litres jusqu'à ce que la pompe s'arrête d'elle-même dans un clic final. Cette machine était aussi déplacée dans cet espace-temps que le grand amour. Et pourtant, elle était aussi concrète qu'un jugement. Un rappel silencieux du temps où le monde n'avait pas encore changé. Elle fonctionnait probablement sur générateur atomique, vu qu'il n'y avait pas d'électricité à 1500 km à la ronde, et que des piles sèches n'auraient pas tenu aussi longtemps. La machine avait été fabriquée par une firme du nom de North Central Positronics. Le pistolero n'aimait pas ça.
Il retourna s'asseoir auprès du garçon, qui avait placé une de ses mains sous sa joue. Bien joli, ce garçon. Le pistolero rebut un peu d'eau et croisa les jambes, s'asseyant en tailleur. Tout comme le frontalier au bord du désert, celui avec son oiseau. Zoltan! Le nom revint brusquement au pistolero. L'oiseau s'appelait Zoltan. Le garçon avait perdu toute notion du temps, mais il semblait indubitable qu'il s'approchait de l'homme en noir. Le pistolero se demanda, et ça n'était pas la première fois, si, pour une raison connue de lui seul, cet homme ne se laissait pas rattraper. Peut-être le pistolero jouait-il le jeu de l'homme en noir. Il tenta d'imaginer à quoi ressemblerait leur confrontation, et rien ne lui vint. Il avait très chaud, mais il n'avait plus de nausée. La comptine lui revint en tête, mais cette fois-ci, au lieu de penser à sa mère, il pensa à Corte. Corte, cet homme sans âge, une véritable locomotive, le visage zébré de cicatrices laissées par les coups, les balles et les lames émoussées. Les cicatrices de la guerre et de l'instruction des arts de la guerre. Il se demanda si Corte avait jamais ressenti un amour capable de laisser des cicatrices comparables à celles-là. Il pensa à Suzanne, à sa mère et à Martine, l'enchanteur inachevé. Le pistolero n'était pas homme à s'appesantir sur le passé. Sans cette vague conception de l'avenir et de son propre tempérament affectif, il aurait été un homme sans imagination, un dangereux nulard. Par conséquent, l'état présent de sa réflexion le surprenait grandement. Chaque nom en appelait d'autres. Cuthbert, Alain, le vieux Jonas avec sa voix chevrotante. Et encore Suzanne, la ravissante jeune fille à sa fenêtre. Les pensées de ce genre le ramenaient toujours vers Suzanne, et à cette immense plaine vallonnée, connue sous le nom de l'Aplomb, et aux pêcheurs qui jetaient leurs filets dans les baies de la mer limpide. Le pianiste de Tulle, mort lui aussi, tous morts à Tulle, et de sa main, connaissait ces lieux, même si lui et le pistolero ne les avaient évoqués que cette unique fois. Cheb aimait les vieilles chansons. Il les avait jouées autrefois dans un saloon appelé le repos du voyageur, et c'était l'une d'elles que le pistolero fredonnait doucement. L'amour, oh l'amour, l'amour insouciant. Vois ce qu'amour a fait négligemment. Perplexe, le pistolero eut un petit rire. Je suis le dernier de ce monde verdoyant et chamarré. Et malgré toute sa nostalgie, il ne s'apitoyait pas sur son sort. Le monde avait changé sans pitié, mais ses jambes à lui n'avaient pas vieilli, et l'homme en noir n'était plus très loin. Le pistolero hocha la tête, satisfait.